Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. Vous avez rencontré François Hollande j'ai vu ça, c'était jeudi. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'était à l'AFP, vous l'avez croisé. C'est-à-dire que vous avez échangé quelques mots. Je suis venu à l'AFP à l'invitation de votre collègue qui quittait la direction du service politique. Et nous étions là et tout d'un coup, alors tout le gouvernement a défilé, si j'ose dire. Oui. Manuel Valls, François Hollande. Alors comme je connais la vie médiatique, je me suis dit oulala, si jamais je me fais prendre en photo, les gens vont penser qu'on négocie ou que je l'ai rencontré. Donc j'étais derrière un poteau, figurez-vous, et les deux ont fait le tour pour venir me saluer. Après, ce serait être vulgaire que de refuser ce salut. Vous avez échangé quelques mots avec François Hollande, mais que vous êtes-vous dit? Je vous promets que si je vous rencontre dans la rue, je vous dirai bonjour, monsieur Bourdin, comment allez-vous? Moi aussi, je vous dirai bonjour. Mais Jean-Luc Mélenchon, que vous êtes-vous dit? Franchement, vous pouvez nous le dire, c'est amusant. Ça n'a rien de secret. Moi, j'ai l'esprit taquin et lui a l'esprit mutin. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il nous mettait en danger. Vous lui avez dit ça? Oui. Vous nous mettez en danger. Et il vous a répondu quoi? Il sourit toujours. Il sourit. Il a dit voyons-nous. C'est vrai? Il vous a dit voyons-nous? Oui, mais c'est, je pense, par courtoisie. Oui. Mais c'est intéressant. Vous l'avez pris en photo, paraît-il. C'est vrai ça? Oui, parce que vous savez que j'ai la manie de faire des photos. Bon. Mais j'aimerais bien prendre en photo le 12 prochain, parce que quand on va être dans la rue à plusieurs milliers à crier trop c'est trop. Avril. Oui, le 12 avril qui vient, là, nous allons faire une immense manifestation à Paris pour dire trop c'est trop. Et là, je vous garantis que c'est plus l'ambiance des cocktails. Nous sommes dans le dur, les gens souffrent affreusement, et je crois que François Hollande ne se rend compte de rien. Donc, et ça, ce n'est pas acceptable. Oui. Donc c'est ce que vous avez dit à François Hollande jeudi dernier. Non, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ça. Non, pas tout ça. Vous avez résumé, quoi. Voilà. Votre sentiment. Manuel Valls me fait peur. C'est Marine Le Pen qui nous disait ça. Lundi dernier, elle était à votre place, Jean-Luc Mélenchon. Quoi, elle a peur? Mais non, mais elle vous fait peur. Il vous fait peur, Manuel Valls, vous aussi? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Il est contaminé par le Front National. Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez dit ça, c'était quand? Au mois d'août dernier, voilà. Non, au mois d'août. Oui. Le 17 août, oui. Alors à l'époque, toute la bonne société avait fait des cabrioles. C'est trop, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et puis ensuite, tout le monde s'est déchaîné en disant mais Mélenchon, on ne dit jamais Mélenchon a raison parce que ça leur arracherait la bouche. Mais ils en ont dit 10 fois pire. Moi, je veux garder la mesure. Je dis que Manuel Valls et François Hollande évidemment avec lui ont une vision complètement erronée de l'état de la société française. Surtout François Hollande, il est persuadé. Vous allez plus loin, il est contaminé par le Front National. Ça, je ne vais pas plus loin, jamais plus loin. Sur ses propos. Certainement pas, je pense. Bon. Mais je pense la chose suivante. En quoi consistent les idées du Front National? Si l'on met de côté le Front National en tant qu'organe à caractère avec une politique fasciste. Bon, c'est-à-dire, je laisse le mot de côté pour l'instant puisqu'il fait l'objet d'un jugement. Mais si on met de côté ça, c'est quoi? C'est l'idée que la responsabilité essentielle de la situation vient des étrangers et de la mauvaise organisation, la mauvaise place des Français dans la société. C'est une erreur totale. Alors vous pensez que Manuel Valls a les mêmes idées? Alors, sur ce plan-là, il se trompe exactement comme le Front National. Il pense lui aussi que la mauvaise santé de l'économie française, c'est la faute des étrangers. Bourdin, il y a quelque chose qui est toujours énervant avec un journaliste, c'est qu'il finit les phrases à votre place, il reprend. Monsieur Bourdin, ce que je dis. Vous énervez parce que... Mais je ne m'énerve pas. Je parle clair et net. On me reproche assez souvent de parler cru et dru. Je n'ai donc pas besoin que vous répétiez ma position à votre sauce. Non, mais j'exprime la mienne. Vous croyez? Ah oui, vous pensez que les gens sont trop bêtes pour comprendre ce que je dis? Non, ils sont pas Alors bêtes. Laissez-moi développer une pensée sans m'interrompre sans arrêt. Je dis qu'il a repris une idée fausse que François Hollande reprend au lendemain des élections. Ils sont persuadés que la société française vire à droite dans le sens le pire de la droite, parce que la droite n'est pas que cela, c'est-à-dire que la responsabilité de la situation, c'est l'immigré. Je dis que la responsabilité de la situation, c'est le financier. Voilà la grande divergence. J'estime que le résultat des élections, certes, l'extrême droite est à un haut niveau, certes, la droite est à un haut niveau, il y a des vases communicants entre eux, mais le fond de l'affaire, c'est que le peuple tout entier ne se retrouve pas dans la politique qui est proposée pour la France. Et moi, j'essaye de faire vivre l'idée qu'on peut faire autrement, et que notre pays est un grand pays, et qu'il a un avenir devant lui, et non pas cette misérable partie actuelle d'économie sur la chair du peuple, qui souffre comme jamais il n'a souffert. Voilà. Est-ce que le Front de gauche votera la confiance au gouvernement Valls?
Valls? Alors, j'ai noté que le président du groupe a annoncé que non, que nous ne voterons pas la confiance, et je lui donne raison. Oui. Je lui donne raison. Il ne faut pas voter la confiance à qui ne la mérite pas. Oui, mais vous ne connaissez même pas le texte proposé et les orientations proposées par Manuel Valls, et à l'avance vous dites non. Alors, Monsieur Bourdin, vous suivez l'actualité en principe dans votre métier. Évidemment. Donc vous avez entendu dire que c'est la Ve République et que nous sommes dirigés par un monarque républicain, lequel, dès le lundi soir, a fixé le cap. Et il a dit que le cœur de sa politique, c'était le pacte de responsabilité. Le lendemain, Monsieur Bourdin, il est allé à la Commission avec ses dossiers sous le bras pour expliquer comment il allait faire 50 milliards d'économies, c'est-à-dire d'argent qu'on va retirer de la circulation monétaire et économique de notre pays. Monsieur Bourdin, le discours de Manuel Valls ne comporte aucune surprise, ni économique, ni politique. Et par conséquent, il est injuste de dire qu'on tranche avant de l'avoir écouté. Tout ça est une comédie. Nous savons parfaitement bien ce qu'il fera. C'est tellement vrai que vous avez pu assister à une scène qui, normalement, devrait vous estomaquer. Allez-y. 90 députés socialistes. Et l'un d'entre eux était avec nous, 83. Voilà. Christian Paul, ce matin, sur RMC. Bien. Proteste, explique, donne des arguments. Et puis ils disent, on sait bien que tout ça ne sert à rien, parce que de toute façon le cap est fixé, mais ça fait du bien de le dire. On est donc dans une république où 90 députés, ou 83 pour vous faire plaisir, qui sont en état de faire changer la majorité, disent eux-mêmes qu'ils ne feront rien parce que c'est comme ça et que l'ordre monarchique de la Ve République leur interdit de jouer un rôle. Eh bien, cela prouve la valeur de ma thèse, selon laquelle il nous faut une 6e République qui soit davantage ancrée dans l'écoute populaire, donc sur les parlementaires. Voilà, Monsieur Bourdin, comment la vie tout entière vient donner raison au schéma politique que je décris depuis maintenant tellement d'années. Alors, j'ai des questions là très précises. Est-ce qu'il faut s'affranchir de la fameuse règle des 3%, la règle européenne des 3% de déficit? J'ai vu, et vous avez noté comme moi, parce que vous êtes attentif, que messieurs Montebourg et Sapin sont en Allemagne aujourd'hui pour rencontrer le ministre allemand de l'économie et des finances. Pourquoi, selon vous, d'ailleurs? Eh bien, parce que c'est l'Allemagne qui domine la scène européenne. Vous croyez qu'ils sont allés faire allégeance à l'Allemagne? Allégeance, ce serait un grand mot. Je le laisse à Monsieur Bourdin. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler de... Non, mais vous ne me posez pas la question. Si. Vous essayez de me tirer un mot. Est-ce qu'ils sont allés Ma patrie, monsieur, ne fait allégeance à personne. Bon, très bien. D'accord. Et je ne dirai jamais des choses de cet ordre-là. Alors, j'estime qu'il est regrettable que l'on cède tout au gouvernement allemand, qui fait une politique qui correspond aux intérêts des vieux retraités allemands, qui ont besoin d'un euro fort et de nombreux dividendes pour payer leur retraite. Qu'ils soient allés demander, je sais pas, un assouplissement des règles européennes? Je vais finir ma phrase vraisemblablement. Finissez. Donc, comme ils ont cédé sur ce plan, comme François Hollande a cédé sur la réécriture des traités, vous vous rappelez qu'il devait le renégocier, comme il a cédé sur le pacte de croissance, et que donc j'appelle moi à ce qu'on en finisse avec l'Europe de Hollande et Merkel, j'estime que ce qu'ils sont en train de faire là est assez lamentable. Il faut faire usage de la force, montrer la force de la France. Nous n'avons pas à quémander l'autorisation du gouvernement allemand pour faire notre politique, ni quémander l'autorisation de la Commission européenne. Nous devons faire la politique que le peuple nous mandate pour faire, parce que c'est ça la règle de la démocratie. Alors là, ils sont en Allemagne, c'est normal qu'on ait des relations avec les Allemands, il faut en avoir. Mais tout le monde comprend parfaitement, comme vous l'avez dit vous, Monsieur Bourdin, qu'il y a une ambiance dans cette Europe où tout le monde est obligé d'aller demander l'accord des Allemands, du gouvernement allemand, parce qu'il faut être très précis avant de faire quoi que ce soit. Et cela est inacceptable. Que vont-ils faire là-bas? Annoncer que les 50 milliards d'austérité seront faits. Eh bien, je pense que c'est une erreur totale. Totale, vous m'entendez, Monsieur Bourdin? 50 milliards d'euros d'austérité. Le pacte de responsabilité, l'économie publique. Le pacte de responsabilité est une aberration. Cessez, je vous prie, de parler d'économie publique. Ce ne sont pas des économies, ce sont des amputations. Qui plus est, il s'agit de donner 30 milliards au MEDEF. Je ne dis pas au patron coiffeur, à l'artisan maçon, au charcutier, au boucher ou à la start-up, au MEDEF, aux grandes entreprises. Lequel patron du MEDEF a dit que cet argent qui va leur être donné par les impôts de tous les Français pourrait être, si les patrons l'estiment nécessaire, distribué en dividendes. Vous voyez, les dividendes, c'est les grandes entreprises, ce ne sont pas les petites. Monsieur Bourdin, nous avons donc entendu le vice-premier ministre ou co-premier ministre Pierre Gattaz nous expliquer que l'argent des impôts peut être distribué en dividendes dans notre pays. Et vous attendriez à ce qu'on dise que c'est bien? Non, parce que tout ça est fait soi-disant pour développer la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires. Si les entreprises avaient un problème
d'outils de production, eh bien elle mettrait plus d'argent dans l'investissement que dans les dividendes. Et c'est le contraire. Au diable le déficit public, si je vous comprends bien, non? Mais c'est toujours cette même manie de redire les choses. Ai-je dit au diable des déficits publics? Alors pourquoi le dites-vous? Pour qu'on perde notre temps? Vous êtes au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi faites-vous ça? Quelles sont les premières mesures que vous prenez? Vous êtes au pouvoir. Alors allez-y, parce que vous critiquez sans cesse. C'est ce qu'on vous reproche. Mais monsieur Bourdin... Moi, je n'existe pas. Rien, bien sûr. Je parle de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Qui vous reprochent quoi? De sans arrêt être dans la critique. Voilà. Mais monsieur Bourdin, quand on rencontre un journaliste, il vous fait perdre votre temps à essayer de vous arracher des mots pour faire du buzz. Monsieur Bourdin, voici plus d'un an, monsieur Bourdin, écoutez-moi. Oui. Ou est-ce que vous posez des questions pour qu'on vous écoute? Non, je vous écoute. Bien. Alors pour une fois que c'est pas le Front National qui parle ici, c'est moi. Voyez-vous, monsieur. Attendez. Je dis sur cette chaîne, vous avez été. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette allusion? Parce que ça, je l'accepte pas, Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça veut dire quoi? C'est sous-entendu. Ça veut dire, monsieur Bourdin, que le CSA a établi que sur la question des municipales, BFM avait donné la parole 46% du temps à monsieur, au Front National et 0% aux autres. Oui, pardonnez-moi. Donc ça, la question, je vais m'arrêter. Non, je vais m'arrêter parce que là, c'est une accusation que je ne peux pas accepter au nom de la chaîne. Et donc, je vais vous expliquer. Je comprends. Donc vous protestez contre le CSA. Pardon. Je vais vous expliquer pourquoi, Jean-Luc Mélenchon. Parce que la parole qu'on a donnée au Front National, c'était une parole critique. Les reportages qu'on a fait, c'était pour justement critiquer. C'était pourquoi? C'était des enquêtes sur le Front National et son incapacité à trouver des candidats. Et c'est ce qui m'étonne, Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous repreniez, sans aller en profondeur, vous repreniez ces accusations. Mais, cher monsieur, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes invité, pardon, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes invité ici régulièrement. Oui, c'est vrai. Régulièrement. Vous ne pouvez pas dire qu'ici, c'est la chaîne du Front National. Non. Ça, je ne l'accepte pas. Bon, alors écoutez, quel est le sens de cette émission? Nous sommes en train de discuter du bilan de BFM. Oui, mais moi, je n'accepte pas cette remarque. Vous avez le droit de ne pas accepter cette remarque et de profiter de ma présence pour que le temps que je passe avec vous soit consacré à ce... C'est vous qui en parlez, c'est pas moi. Mais monsieur Bourdin, est-ce que vous trouvez normal que quand le CSA publie des chiffres, on commence par dire c'est pas vrai, et que vous passiez votre temps ensuite, quand vous m'interviewez, à dire que on me reproche de ne jamais rien proposer, alors que je n'ai jamais le temps. Alors que je n'ai jamais le temps. Cessez de me parler sur ce ton. Allez-y. Je vous répondrai tranquillement. Tous les mois ou les mois et demi ici. Alors, monsieur Bourdin, pourquoi sommes-nous en train de nous discuter? Parce que vous ne supportez pas la critique. Je vous attends. Alors laissez-moi finir à mon tour ce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que pendant toute la durée des élections municipales, le CSA, c'est pas moi, un organisme qui ne sert à mes yeux à rien. Le CSA a déclaré, établi sur la base des déclarations des chaînes de télévision, pas sur la base de mes déclarations, que le temps de parole, de votre programme. Ne me coupez pas la parole pour essayer de me faire stopper. J'exprime la colère et l'indignation d'innombrables personnes qui en ont eu par-dessus la tête de voir que sur toute une série de chaînes, et vous n'êtes pas les seuls en cause si c'est ça que je dois dire, en particulier les chaînes du service public, où le temps de parole consacré au front de gauche a été égal à 0. Vous m'entendez à propos des élections municipales? 0. On n'a jamais vu ça. Et il faudrait qu'on l'accepte, et qu'on accepte comme ça de se faire traîner derrière le char des vainqueurs. Mais vous avez le droit de ne pas l'accepter. Je n'accepte pas cette allusion, surtout dans cette émission. Et moi, je n'accepte pas, monsieur Bourdin, que nous soyons traités de cette manière. Je voudrais votre programme. Que faites-vous à la place des socialistes au pouvoir? Aujourd'hui, combien de temps est-ce pour le faire? Vous avez 3-4 minutes. Allez. Alors, je commence par le commencement. Le cadre politique dans lequel tous les gouvernements sont enfermés, c'est le cadre européen. Tout le reste, c'est des histoires. Manuel Valls, les accords de ceci, les accords de cela. Aussi longtemps qu'on reste dans le cadre fixé par la Commission européenne, eh bien nous sommes obligés d'aller à des politiques d'austérité qui augmentent le chômage, donc augmentent les charges qui pèsent sur les budgets sociaux et le creusement du déficit de l'État, parce que les taxes rentrent moins. Par conséquent, cette politique est absurde. C'est ça qu'il faut renverser. Comment pouvons-nous le faire? Alors à chaque fois que je dis ça, on dit ah oui, vous voulez dépenser de l'argent qui n'existe pas. Je ne me donne même pas la peine de dire que l'argent qui est prêté par les banques n'existe pas. Mais ça, c'est une leçon d'économie politique qu'il faudrait faire. Par quel bout pouvons-nous prendre le problème? Comment pouvons-nous relancer l'activité en ayant une attitude qui soit une attitude responsable, c'est-à-dire écologiquement responsable, mais précisément en prenant par l'écologie. J'ai donc demandé, j'ai proposé, j'ai dit voilà, nous les Français, nous avons le 2e territoire maritime du monde. Eh bien, commençons notre entrée
en mer d'une manière rationnelle, organisée. Nous avons 1000 kilomètres de côte sur la France métropolitaine, n'est-ce pas? Et le reste dans les départements et territoires d'outre-mer. Nous pouvons donc entrer en mer, c'est-à-dire y poser des hydroliennes au fond de la mer, organiser l'aquaculture pour remplacer les produits plastiques par des produits qui sont tirés des algues. Nous pouvons construire et déconstruire des bateaux. C'est l'avenir de la France est en mer. Monsieur Bourdin, réalisez ça. Quand on fait le total du territoire, ce qui est au-dessus de l'eau et ce qui est dedans, nous sommes la deuxième nation du monde. Vous entendez ça? Plus grand que la Chine et l'Inde. Et nous sommes là en train de regarder le bout de nos chaussures et d'aller demander à Madame Merkel l'autorisation de dépenser 3 francs 6 sous. C'est absurde comme situation. Voilà pourquoi l'élection européenne, ça va être l'occasion de régler les comptes avec l'Europe. Alors je vous pose une question à propos d'élection européenne. Oui. Si le Front National arrive en tête, ce qui est ça peut arriver, est-ce que vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale? Parce que le Front National serait arrivé en tête, mais je ne suis pas au Front National. Non. Vous avez d'accord? Oui. Non, mais ça, alors quelle est la question? Merci. Oui. Si le Parti socialiste est désavoué, je pose la question autrement. Si le Parti socialiste est à 14%, est-ce que vous demanderez une dissolution de l'Assemblée nationale? D'abord, nous allons voir où nous en serons, nous. Parce que moi, je ne suis pas un aventurier. Oui. J'ai besoin de voir ce que le suffrage universel me donne ou ne me donne pas. Cette fois-ci, au moins, ce ne sera pas comme au municipal. C'est parfaitement clair. Le Front de gauche va être comme un seul bloc, dans l'opposition à l'Europe. Et par conséquent, on va voir ce que les gens décident. Parce que les gens de gauche, aujourd'hui, sont orphelins. Alors, je leur dis, écoutez, c'est cette fois-ci qu'il faut m'aider. Parce que si vous m'aidez, je pourrais changer le rapport de force. Mais je vous entends, Monsieur Bourdin, et il faut dire à ceux qui nous écoutent le fond du sens de votre question. Oui. Ce pays va vers une crise de régime, c'est tout à fait évident. Pourquoi? Mais regardez, c'est très simple. Nous avons un monarque républicain. Il se prend une raclée comme jamais le Parti socialiste n'en a eu de toute son histoire. On est revenu au niveau de 1947 pour les élections municipales. Que fait-il le lendemain? Il persiste et signe dans la même voie. Il désigne un Premier ministre dans une situation d'urgence, de crise, je vais vous dire même de panique. Il nomme Manuel Valls en se disant « ça y est, mes affaires vont s'arranger ». Vous savez comme moi que si les gens de droite estiment M. Valls, pour autant il reste de droite, ils voteront à droite. Et comme nous les gens de gauche ne le supportons pas, cet homme va être réduit à l'os d'ici peu. Et que va-t-il se passer dans 8 semaines? Il va prendre un deuxième désaveu populaire, je l'espère. Alors? Par conséquent, dans une démocratie normale, on vote. Mais dans cette démocratie de la monarchie présidentielle, on ne votera pas. Donc si le PS est désavoué, vous demandez une dissolution de l'Assemblée? Nous verrons. Est-ce que vous la demandez? Monsieur Bourdin, nous verrons. C'est pas sur un plateau de télé qu'on règle une question comme ça. Ou comme ça, la bonne franquette. C'est pas la bonne franquette. Non, je n'ai pas. J'ai une méthode. Aux questions Monsieur que Bourdin. se posent les Français aussi. Oui. Les Français, aucun Français m'a demandé si je demandais la dissolution. Mais Monsieur Bourdin, c'est un geste politique sérieux. La question que vous posez est une manière de me dire: sommes-nous dans une crise de régime? Parce qu'un régime qui vit au-dessus du vote populaire, je réponds que bien sûr, bien sûr. La Ve République est à bout de souffle. Et comme on maintient cette chose comme ça, à bout de bras, c'est forcé qu'elle va retomber sur la tête de ceux qui la tiennent dans cet état. Mais vous voyez, Monsieur Bourdin, faites-moi au moins la grâce, puisque vous me voyez souvent, comme vous le dites, et je vous en suis reconnaissant, parce que c'est un des endroits où je m'exprime le plus librement, j'en conviens sans aucune difficulté. Reconnaissez que je ne me suis pas trompé. Cette politique conduit à un désastre économique, nous sommes dedans. J'ai dit qu'elle conduirait à un désastre politique, nous sommes dedans. Regardez bien, le Premier ministre, à peine installé, perd son principal allié. Il va faire un discours de politique générale, 90 de ses députés lui disent par avance que ce qu'il va dire, ils ne sont pas d'accord avec. Vous avez toute une série de gens qui vont voter contre la confiance. Ça ne s'est jamais vu à gauche. Et tout ça continue comme si de rien n'était, avec un monarque républicain satisfait de lui-même et des gens qui sont en embuscade. Le score du Front National, vous m'interrogez, eh bien, c'est la démocratie. Que les gens votent comme ils l'entendent. Mais s'ils font ça, ils seront ukrainisés. C'est-à-dire qu'à la fin, au lieu de régler les questions sociales qui sont les vraies questions, on ne règle et on ne crée que des guerres ethniques. Alors j'ai une dernière question sur le Venezuela. Parce que c'est une question qui préoccupe les Français, j'en suis d'accord. Vous savez que je reçois régulièrement des vous fâchez pas, mais parce que c'est une façon de vous moquer de. Le Venezuela intéresse beaucoup de Français, notamment le comportement du pouvoir au Venezuela qui emprisonne le principal opposant politique. Est-ce que c'est acceptable, franchement? Je ne connais pas non pas le principal opposant. L'un des principaux opposants, Monsieur Lopez. Monsieur Lopez. Monsieur Lopez est un homme d'extrême droite et on a trouvé chez ses partisans des armes de guerre. Mais je suis d'accord pour dire qu'en France, on autorisera ça d'ici peu et que quelqu'un qui se risquerait à cela n'irait pas en prison. Deuxièmement, ce n'est pas ce que vous dites. Premièrement, les manifestations et l'opposition ont lieu dans les quartiers riches. Des gens qui ne sont pas contents. 39 morts
morts, 600 blessés. Qui est-ce qui les a tués? Qui les a tués, Monsieur Bourdin? Qui a tué 39 personnes et blessé 600 personnes? Est-ce que... Répondez. Écoutez, je suis pas allé en... Mais vous savez, oui, mais vous savez? Oui, je le sais. Alors, Eh bien, je peux vous dire, c'est l'extrême droite et la droite qui tirent dans les rues. Et qui a tué les 39 morts. Oui, Monsieur Bourdin. 39 personnes. Monsieur Bourdin, vous commencez par accuser, puis après vous laissez entendre. Non, je vous pose la question. Nous n'avons tué personne au Venezuela. Le président de la République, Monsieur Maduro, fait une chose incroyable. Il propose une conférence de la paix où les gens viennent pour discuter, pour essayer de régler le problème comme des gens civilisés. Ce n'est pas juste de jeter la pierre comme ça à ce gouvernement à toutes occasions. Je vous pose la question. Y compris. Non, vous ne me posez pas la question, vous sous-entendez que nous avons tué du monde. Je vous pose la question. Quant à ce monsieur qui est en prison, qui s'appelle Lopez, c'est un homme d'extrême droite que même la droite vénézuélienne, qui j'aime mieux vous le dire, est pas gratinée, n'approuve pas. Alors il faut un peu arranger les informations et pas répéter seulement ce qui se dit dans les agences qui elles-mêmes sont sous influence. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h57. Il faut avoir d'énergie pour vous répondre. Hein. Vous musez avant que la journée ait commencé.